bienvenue à Bibliothèque Médicis et merci d'être aussi fidèle à cette émission hebdomadaire. Les auteurs invités aujourd'hui témoignent sur l'amour, non pas sur la passion, mais sur les différentes formes de l'amour, sur l'amour. Aude Lancelin et Marie Lemonnier, deux philosophes chez Plomb. Vous publiez Les philosophes et l'amour et vous dites tout de suite qu'il y a urgence à réinvestir le territoire de l'amour et à le défendre. Alors qui le menace ? C'est ce que disait le critique américain Alan Bloom. Le Eros, le dieu Eros, est lui aussi menacé par le désenchantement du monde et par le fait que le monde soit vidé de tous ses dieux. Et il disait même être romantique aujourd'hui, ce serait un peu comme cultiver sa virginité dans une maison de passe. Est-ce que vous êtes forcé d'adopter ce que dit Alan Bloom, américain, qui écrivait il y a X années? Non, mais votre position à vous, qui le menace? Ma position, c'est que, oui, d'une part, l'amour est menacé par la culture pornographique, l'habitude de comme ça, scinder totalement le plaisir d'organes et l'habillage sentimental supposé le déguiser. Ouais, vous dites que le nihilisme ambiant est en train de balayer tout sur son passage. La face triviale et désabusée de l'amour semble avoir triomphé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a remplacé un manque métaphysique de l'autre par un vulgaire besoin et que le corps n'est plus qu'une matière périssable. Vous dites chaque corps, je viens vers vous, chaque corps peut être remplacé par un autre, on verra si c'est vrai. Chacun n'étant qu'un ersatz interchangeable, vous ne forcez pas le trait. Vous dites c'est le portrait de notre culture et notre forme de vie aujourd'hui. Bien souvent, d'ailleurs, c'est ce que montrent les romans de Michel Houellebecq, qui est très, très fort de ce point de vue. Mais c'est un petit peu le revers de mai 68. On a acquis une grande liberté, et le revers de la liberté, c'est la cruauté. Quand on se sent moins protégé, quand on se sent effectivement menacé d'être remplacé, c'est beaucoup plus difficile de vivre le sentiment amoureux. Alors, vous allez voir les philosophes, de Platon à Sartre et Simone de Beauvoir, en passant par Montaigne, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Au passage, tous vos exemples et tous les discours qui sont tenus le sont par des philosophes qui sont des hommes. Oui, ça c'est l'histoire de la philosophie qui le veut. On a un peu évoqué Simone de Beauvoir et Hannah Arendt, mais effectivement, toutes les deux ne se présentaient pas comme des philosophes. Mais effectivement, on a le regard d'une moitié de l'humanité. Ouais. Alors on en apprend sur eux, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on apprend sur nous en les lisant, les philosophes et l'amour? La philosophie, ce sont des expériences incarnées, il ne faut pas l'oublier, et eux-mêmes font des phénoménologies du coup de foudre, ou le regard qu'on peut porter sur l'être aimé. Toutes ces expériences sont des expériences où nous vivons aussi. Je crois que vous allez découvrir l'une et l'autre des réponses qui devraient vous rassurer sur l'intensité, la force et la valeur de l'amour, en dépit de tout ce qui peut le salir ou le dessaisir de sa force. Scolastique Mukasonga, chez Gallimard, La femme aux pieds nus. C'est une lettre d'amour à votre mère. J'ai vu qu'elle avait demandé qu'à sa mort, personne ne devait voir son corps ou le corps d'une mère et son corps soit recouvert. Elle a été assassinée et je peux dire qu'avec les mots, vous lui dressez dans le livre une sorte de tombeau. Oui, c'est donc après avoir écrit Inyenzi ou les cafards, où je fais un récit autobiographique de ce qui a été pendant 34 ans de ce peuple qui a été massacré en 1994 au Rwanda. Donc j'écris les cafards avec le regard d'enfant, d'adolescente, objectivement de ce que j'ai vu à partir de l'âge de 3 ans. Donc je donne le contexte de déportation et de maltraitance et de massacre. Mais vous rendez hommage, on va en parler tout à l'heure, mais vous rendez hommage à Stéphanie, à votre mère, pour ce qu'elle a vécu, souffert, ce qu'elle a fait pour soigner, protéger, construire, guérir les siens. Tout à fait. Alors c'est là où justement j'entre bien dans le thème de l'amour, parce que dans ce contexte de maltraitance, il y a de l'amour que Stéphania va dégager
Hein. Et quand je parle de Stéphania, ce n'est pas que Stéphania, ma mère, ça a été le réflexe de toutes les mères qui étaient confrontées au même problème de toutes les mères du déshumanisation. Rwanda et toutes les mères de l'Afrique. Et toutes les mères de l'Afrique, voire plus loin, toutes les mères occidentales qui se trouveraient dans un contexte justement où le projet de vie, c'est la mort. Et une mort qui est une mort qui n'est pas une mort naturelle, qu'on doit vous donner, ou on vous donne que le destin de mort. Oui, parce que chez vous, ce n'est pas la mort théorique, abstraite, c'est la mort réelle. Oui. La mort par les milices, la mort par les soldats, la mort par l'exécution, la mort par la décapitation. La mort par l'identité même. Oui, et vous dites, les milices, quand ils attaquaient nos propres populations et les femmes, ne les attaquaient pas au cœur, mais sur les seins, sur la poitrine. Oui. Pourquoi les seins? Parce que justement, le sein, c'est la maternité, hein, c'est donner la vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en faisant ce geste, justement, Kusili Merciana, dont je cite dans mon livre, c'est-à-dire on montrait que les mères, Tutsi, au lieu de donner la vie, ont donné la mort. Et donc, à partir de là, Stéphania n'a pas voulu voir ce destin, elle a voulu être une mère, comme vraiment pour se protéger un peu, se voiler le visage et créer un autre monde, un monde, le Rwanda avant cette discrimination, le Rwanda d'avant 59, parce que tout commence en 59. Les massacres alternatifs entre les Hutus et les Tutsis. Tout à fait. Et elle va essayer, dans un premier temps, déjà, même la tradition rwandaise, il n'y a pas que les vies humaines qui ont été assassinées, il y a même la tradition rwandaise. Et c'est ce que je développe dans le livre. Elle va nous donner toute une tradition rwandaise. Ouais. Alors que malheureusement, à chaque instant, normalement, c'est le projet d'extermination. Alors, on en parle tout à l'heure. Florence Nogrette, les lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo. Au total, Juju a écrit à Toto 18 000 lettres. Oui. C'est-à-dire une par jour. En moyenne. Il y a certains jours où elle peut en écrire 2 ou 3. Certaines périodes où elle ne lui en écrit pas du tout, ce sont particulièrement leurs voyages, qui sont les moments particulièrement heureux pour elle, puisqu'elle vit avec lui. Et quand elle vit complètement avec lui du matin au soir, elle ne lui écrit pas. Mais en moyenne, ça fait une lettre par jour, oui. C'est-à-dire la correspondance va durer le temps de la relation, 50 ans. Oui, 50 ans, de 1833, quand ils se rencontrent 18 000 lettres. À sa mort. Elles sont presque toutes inédites. Presque toutes, environ 10% sont éditées. Ont été éditées les plus belles, enfin les lettres d'amour vraiment splendides, sublimes, qui correspondent aux anniversaires par exemple, puisqu'à chaque année, à l'anniversaire, Hugo lui écrit une lettre. Mais moi, ce qui m'a intéressée dans la recherche que j'ai commencée, c'est toutes les lettres, hein, c'est-à-dire même les plus banales, qui au départ peuvent paraître un peu répétitives, s'engluer un petit peu dans le quotidien, mais qui, quand on s'y plonge, finissent par être passionnantes, elles aussi, justement à cause du quotidien. Sur à la fois Juliette et Victor Hugo. Bien, ça nous apprend ce à quoi ils tiennent, ce qui a de l'importance pour elles, dans sa vie quotidienne, et qui est, quand c'est matériel, relié quand même toujours à l'amour qu'elle a pour lui. Par exemple, l'intérêt qu'elle porte à sa santé, aux maladies qu'il peut avoir. Il y a un pacte de santé, dites-vous, oui. Entre ils s'écrivent tous les jours, plusieurs fois par jour, mais en plus, ils se rencontrent et ils se voient plusieurs fois par jour. Alors ça dépend des périodes, évidemment. C'est elle qui lui écrit, hein, quotidiennement. Lui écrit de temps en temps, mais il n'y a pas une réciprocité dans la quantité des lettres. Hein. Quand Juliette meurt, qu'est-ce qui se passe pour Victor Hugo ? Bon, il est désespéré au point que ses proches ne veulent pas qu'il assiste à l'enterrement. Il paraît qu'il arrête d'écrire. Oui, enfin, de toute façon, et puis, il avait quand même beaucoup ralenti son activité puisqu'il avait déjà eu, quelques années auparavant, une attaque cérébrale. Louis Berriot, édité par le Cherche Midi, un coup de foudre éternel. Là, on peut dire l'amour fou et calme, un mariage, un amour qui vont durer 46 ans, que la maladie et la mort de l'épouse ne vont pas altérer, au contraire, vont renforcer. Catherine va encore sublimer, magnifier. Et j'ai envie de dire que Bibliothèque Médicis est dédiée à Catherine, la lumineuse, parce que je la connaissais aussi. C'est donc une histoire d'amour et de vie intense, une histoire qui a traversé les années, la maladie, la disparition de Catherine, et j'ai l'impression qu'elle vit encore à travers ce que je lis de ce que vous écrivez d'elle. Oui, c'est clair qu'elle vit dans mes pensées, oui. Mais pour autant, le souvenir n'est pas mortifère.
Ce n'est pas, c'est un souvenir très gai, très, très plaisant, et elle occupe mes pensées, mais elle ne les bouleverse pas, elle n'en m'empêche pas de vivre ma liberté, d'entreprendre ce que j'ai envie d'entreprendre, de continuer à écrire, d'être... Alors, c'est le récit d'une aventure commune, vécue ensemble, tout le temps ensemble, et racontée par vous. J'ai l'impression que c'est son double, ou peut-être même elle, si elle écrivait, et j'exagère pas. Alors, vous survivez, vous le dites avec la liberté, de la joie, quelquefois des larmes, et dans le récit, vous mêlez le présent sans elle, le passé encore tout récent avec elle, et un passé encore plus lointain quand vous l'avez connu, dites-vous, c'était le coup de foudre, il y a longtemps, en 1961, juste avant de partir faire de votre service militaire dans le sud algérien. Exactement. Oui, en réalité, tout était improbable dans cette histoire. Je ne devais pas la rencontrer ce soir-là, j'avais un rendez-vous avec une autre amie, et c'est parce qu'un frère a insisté que tout d'un coup, elle est apparue dans un appartement, dans une robe de soie verte, et immédiatement, mais ça n'a pas duré 3 secondes, je me suis dit, c'est la femme de ma vie. 4 heures après, je lui ai demandé de m'épouser. Voilà. Et elle m'a demandé 24 heures de délai, de réflexion. Et donc à partir de là, 2 jours après, je suis parti en Algérie, à Colombéchard, et puis là, nous nous sommes écrits pas 18 000 lettres, moi 303 et elle 140, ce qui était de sa part un acte d'amour formidable parce qu'elle détestait écrire. Et si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai quand même à un moment donné relu cette correspondance et que je me suis dit que par ce truchement, nous avions conjuré l'absence qui était la nôtre à ce moment-là. Et donc, elle m'a même dit à un moment donné, tu m'as violé par écrit. Et donc, ce qui veut dire que la force des mots peut être aussi intense que le rapport physique qu'on peut avoir. Et on voit quelquefois des extraits des lettres que vous lui adressiez depuis Colombéchard dans le sud de l'Algérie, encore une fois, et on voit la continuité et l'intensité de la relation. Alors, vous avez vécu heureux dans votre maison écolo de la Houssée près de Normandie, en Corse, à Paris, où vous quittiez jamais. Et c'est vrai que pour les petites et les grandes décisions, c'était elle. Elle disait, en simplifiant, je crois en citant sa grand-mère, ça je l'ai entendu plusieurs fois, dans la vie, il ne faut pas chercher la mouche à 4 culs. Mais elle était directe, généreuse, et elle ne s'encombrait pas de petites choses. Ah, c'est ça, elle n'était pas anodine, et elle n'aimait pas, elle avait beaucoup de bon sens, elle était très directe, il n'y avait rien de faux chez elle, tout était transparent, et elle prenait toutes les décisions importantes. C'est-à-dire que moi, je lui disais, voilà, Jean-Pierre Elkabbach m'a demandé d'être son adjoint, qu'est-ce que tu en penses? Alors elle me disait, il faut que je le rencontrer. Et à la suite de ça, elle m'a dit, tu peux y aller. Voilà, donc, je ne prenais pas de décision, donc tout était commun. Ouais. Et il est vrai que j'ai été avant grand reporter, j'ai beaucoup voyagé, et à chaque fois j'essayais de l'emmener dans mes valises, parce que la quitter m'était insupportable. Berlioz, c'était Louis et Catherine. Voilà. On peut dire que c'était D'ailleurs, il était difficile de nous voir l'un sans l'autre, oui. C'est clair. Et un jour, la sinistre maladie a frappé. Est-ce qu'on peut dire laquelle? Oui, c'était un cancer du pancréas, et le pronostic était fatal à quelques semaines. Et le cancer du pancréas est un sale cancer parce qu'il ne se révèle que quand il est trop tard, en général. Et quand il est révélé, on vous dit elle n'est pas opérable. Elle n'est pas opérable. Tout le monde dit ça va durer quelques semaines, même si on ne vous le dit pas directement. Ouais. Et en réalité, ça va durer 4 ans. 4 ans. 4 ans parce qu'elle avait une force de vie absolument inouïe, au point que ces professeurs de médecine m'ont dit, ils l'ont dit récemment, parce que j'ai organisé le lancement d'une grande campagne de souscription pour la construction d'un laboratoire qui personnalisera les traitements du cancer, parce qu'ils m'ont dit à un moment donné, il faut qu'avec votre femme, nous personnalisions son traitement. On ne peut pas lui appliquer des protocoles comme ça, etc. Et donc, j'ai lancé cette campagne, et ces 2 professeurs, le professeur Rougier et le professeur Norlinger de l'hôpital Ambroise Paré, ont dit l'un et l'autre, elle nous a appris qu'il fallait avancer vers la personnalisation des traitements. Pourquoi? Parce qu'elle est restée... D'abord, est-ce qu'elle croyait qu'elle retarderait ou supprimer l'issue que l'on dit fatale? Non, elle n'a pas pris les choses comme ça. Elle a dit, bon... j'ai même retrouvé sur son carnet une phrase de Churchill qui était « À partir de maintenant, je me contenterai du meilleur ». Et donc, elle a décidé qu'à partir du moment où elle a appris ça, la vie serait intense à tous les instants. Donc elle ne s'est rien refusé. Et tout d'un coup, notre vie qui était quand même très, très majestueuse, très amoureuse, etc., c'est devenu totalement transcendante grâce à elle. Tout a été transformé
parce que elle prenait sa maladie comme étant une fatalité qu'il fallait contourner. Mais elle était moralement affectée, en plus de la Elle a douleur été, physique. disons que je crois l'avoir écrit, elle a eu 2 déprimes d'1 quart d'heure en 4 ans. Le reste du temps, elle se battait. Et elle où se battait. trouvait-elle sa pugnacité, sa résistance? Je pense que c'était une âme un peu exceptionnelle. Ouais. Enfin, je crois, Ouais. parce que je ne suis pas le seul témoin de ça, ses médecins l'ont dit, ses amis l'ont dit, ils trouvaient en elle une espèce de sérénité, de détachement par rapport à cette maladie. Dont elle souffrait, parce qu'il y avait les multiples chimios, Ah oui, oui. les aggravations successives, les moments de rémission, les tensions. Et apparemment, vous aviez l'air plus qu'elle, rongée par la peur de ce qui allait arriver. Ben oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour ne pas la soumettre à mes angoisses, je me suis mis à écrire un journal quotidien de ce que nous vivions. Et ce journal m'a permis effectivement d'évacuer vers moi plutôt que vers elle tout ce qui était, toutes mes peurs et voilà. Et ce qui frappe, c'est que pendant ces 4 ans, où chaque jour a été gagné contre la maladie, vous avez connu des moments de paix, de bonheur, vous avez voyagé comme jamais. Je voyais que vous alliez en Thaïlande, à l'île Maurice, par-ci, par-là, et vous n'aviez pas la peur de ce mal qui gagnait peu à peu et qui pouvait à tout moment non, être parce que fatal. même au dernier jour, je me souviens que le dernier jour de sa vie, elle était quand même très secouée par 27 transfusions qu'elle avait eues, parce qu'après la suite de l'opération, 3 ans plus tard, la vascularisation ne jouait plus, tout explosait. Et à un moment donné, elle me demande de me pencher vers elle, et elle me dit « T'as pas annulé l'île Maurice ?» C'est-à-dire que nous devions partir le jour où il a eu sa première hémorragie, et donc chaque jour, sa préoccupation, c'était d'aller s'éclater quelque part. Et est-ce qu'elle vous demandait de lui dire la vérité? Est-ce que vous l'avez toujours partagé avec elle, la vérité Alors, sur son état? Elle m'a souvent demandé « Est-ce que tu me dis la vérité ?» Et évidemment, je lui répondais oui, mais je ne lui ai jamais dit la vérité, de même que elle, quand elle a su, d'une manière tout à fait, je ne savais pas, quand elle a appris ce qu'elle avait, par un médecin qui avait fait une exploration et qui, lorsqu'elle n'était pas sortie complètement de l'anesthésie, lui a dit « Vous savez, vous avez un cancer du pancréas, c'est très grave. » Moi, il n'aurait pas dû le dire, parce que les autres médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la vérité? Et est-ce qu'il faut qu'ils la disent, vous qui avez vécu Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué, puisque moi-même, nous mentions. Elle savait, moi aussi, mais on faisait comme si on était dans l'expectative, dans l'inconnaissance de la réalité des choses, etc. C'est probablement ce qui nous a permis d'aller si loin. Pas de durée, parce que, comme disait Chamfort, les gens qui sont raisonnables auront duré. Ceux qui sont passionnés auront vécu. Donc, même pendant cette période-là, nous avons vécu intensément. Et vous aviez votre famille, votre fils Cyril, votre fille Pauline. Vous aviez le culte, vous, de la femme aimée. On voit bien que vous en faites un ange, mais vous dites, heureusement, pour compenser, les anges aussi sont vulnérables. Et la maladie va gagner. Et il y a une opération, quand même, le 30 juin 2006, parce que tout ça s'est passé tout récemment. Oui. Hein? Oui. Oui. Et là, on vous dit que c'est fichu, ou on vous laisse encore l'espoir, parce que 4 ans après un cancer du pancréas, c'est un record de longévité. C'est un record dans son cas de figure. Il arrive que les cancers du pancréas puissent guérir ou moins permettre aux personnes de durer, mais elle avait un cancer qui était sur ce qu'on appelle la veine mésentérique, et la moindre altération de cette veine, c'était la nécrose de l'appareil digestif en 3 heures. Donc il y avait un danger, une sorte de danger permanent, et il fallait que je m'attende, moi, qui connaissais un peu la vérité, qu'elle puisse disparaître en quelques heures. Et donc à tout moment, vous deviez être là? À tout moment, je devais être là, oui. Et elle est partie un dimanche, vous n'étiez pas là? Elle est partie un dimanche où je n'étais pas là. Non, parce qu'elle était endormie, elle était sous morphine, et d'ailleurs l'infirmière m'avait dit la veille, vous savez, votre femme va beaucoup dormir, et donc comme il n'était pas question qu'elle souffre, vous savez que je suis en plus un militant de cette histoire, à la DMD, il n'était pas question qu'elle souffre, donc les médecins ont fait ce qu'il fallait, et moi je ne savais pas, je n'avais pas l'expérience de quelqu'un qui allait s'envoler. Donc, à un moment donné, je lui dis, je dormais à côté d'elle, je lui dis, je reviens, je vais prendre une douche. Elle en a profité pour s'en aller. Je n'étais pas très content de moi. Elle a profité pour s'en aller, comme si elle avait choisi. Hein? Si, alors je vais vous raconter pourquoi je dis ça. Parce que j'en ai parlé aux médecins, et les médecins m'ont dit, très souvent, les gens ne veulent pas faire souffrir
leurs proches et s'en vont quand ils sont seuls. Et Pour très pas souvent, être vu voilà. au moment final. Voilà. Et très souvent, les médecins sont obligés de dire à la famille, vous savez, elle a envie de partir, vous devriez quitter la chambre. Et donc, dans ces conditions, je pense que l'expérience des médecins aidants, elle est partie parce qu'elle ne voulait pas que je la voie partir ou souffrir ou je ne sais pas. Et vous l'avez dit, je sais que je ne peux pas demander qu'on m'abrège, mais la souffrance ne sert à rien. Vous lui avez promis qu'elle ne souffrirait pas et vous dites à plusieurs reprises, il faut tenir ma promesse, plus d'acharnement, zéro souffrance. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je l'ai accompagné. Je suis très reconnaissant aux médecins d'avoir accepté ce contrat. Oui. Et à plusieurs reprises, vous dites, je reste en vie, avec le désir de partir et presque un sentiment de culpabilité. Non, non. À certains moments Oui. où la culpabilité est-elle partie. Vous savez, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez, même si son témoignage, à mon avis, est très présent et fort. C'est-à-dire que, en fait, nous avions un contrat, Catherine et moi. Il n'était pas question que l'un parte sans l'autre. Et quelques semaines avant qu'elle disparaisse, nous étions au Champ de Mars, nous fumions un cigare parce qu'elle voulait s'éclater jusqu'au bout, donc elle avait abandonné la cigarette et le cigare depuis très longtemps, et puis elle s'y est remise. Et donc, et à un moment donné, elle me dit est-ce que tu as tout préparé pour que nous en allions tous les deux? Je lui dis oui, mais le problème ne se pose pas maintenant. En fait, je sentais bien que les choses allaient évoluer très défavorablement. Et je lui dis oui. Alors elle me dit j'ai changé d'avis. Il n'est pas question que tu partes. Je lui dis, écoute, là encore, elle commandait, comme voilà, toujours. Voilà. Avant la maladie, pendant la maladie, elle était aux commandes. Alors je lui ai dit quelles en sont les raisons. Elle m'a dit la première des choses, c'est qu'on ne peut pas faire ça à nos enfants. Tu vas leur montrer que tu ne les aimes pas. Et donc effectivement, c'était un argument frappant. Puis la deuxième, elle me dit je veux que tu te battes contre cette saloperie qui est ce cancer, et donc tu vas aider le professeur Rougier et Norlinger à construire leur laboratoire dont on lui avait parlé, etc. Et même avant, elle m'avait demandé d'aider au financement d'un ce qu'on appelle un ERI, c'est-à-dire un établissement de recherche, de rencontres et d'informations qui existe aujourd'hui, qui est construit depuis quelques semaines à l'hôpital Ambroise Paré. Il y en a 2 en France, il y en a un à Villejuif, il y en a un là. Donc c'est un combat pour Louis Donc, Berriot. voilà, c'est une mission, disons. Qu'elle vous a donnée. Voilà. Et la troisième mission, c'était elle me dit, tu ne vas pas laisser une planète pourrir tes petits-enfants. Tu as abandonné ce combat depuis des années parce que pour t'occuper de moi, maintenant tu vas le reprendre. D'où la création de Planète Sacrée, qui est une sorte de réseau mondial pour favoriser toutes les solutions en faveur du développement durable. Ça, c'est la deuxième promesse. Mais vous dites, à un moment, je dois encore rester un peu. Un peu, ça veut dire quoi? Un peu le temps. C'est-à-dire, à un moment, j'ai fait ma mission et voilà, oui. Je demande. Oui, sauf si d'ici là, d'autres choses vitales surviennent. Par exemple. Que j'ai un nouveau coup de foudre. Est-ce que ça pourrait arriver? J'en sais rien. La porte est ouverte, mais la porte est étroite. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle dirait, Catherine, dans ce cas? Je crois qu'elle serait très heureuse de me savoir heureux. Donc la vie continue très fortement. Voilà, parce que c'était une personnalité d'une générosité extrême, qui était la bonté personnifiée. Et donc, si elle m'a demandé de rester, elle ne pouvait... Vous vous disputiez jamais quand même, non? Mais dites-moi que de temps en temps, vous vous engueuliez, non? Et il m'est arrivé d'aller dormir dans le salon pendant une demi-heure. Qui allait? Vous retourniez, vous allez vous chercher? C'est moi qui suis retourné parce que j'avais tort. Et vous savez... vous aimez tellement la vie tous les deux que le jour des obsèques, on peut le raconter, vous avez fait une grande fête avec tous ses amis, tel qu'il avait voulu, dans un restaurant proche de chez vous ou de chez nous. Oui, j'ai même fait une fête pour l'enterrement. Parce que j'avais fait musique, des poèmes. Un groupe de gospel, et il y avait 500 fleurs roses qui inondaient son cercueil, qui était blanc, parce que pour moi c'était un ange, donc il n'est pas question que le cercueil soit autrement que blanc. Et on a chanté et dansé autour du cercueil pendant cet envolé, ce départ. Puis après, on a été faire la fête chez le Père Claude. Exactement. Il n'y avait pas Dieu ou un lien particulier, mystique, etc. Non, c'est le goût presque païen et physique de la vie, sensuel de la vie. Exactement. Exactement. Et bon, jour après jour, vous avez vécu, vous avez gagné 4 ans. Est-ce que écrire, c'est une manière encore de montrer qu'elle est vivante à vos côtés, ou lui parler peut-être? C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvions.
quand on a été séparés il y a 46 ans, c'est-à-dire je lui ai écrit, et bon, elle ne me répond pas, sauf peut-être par des signes, mais là, je ne veux pas non plus abuser, parce que ça pourrait être aussi mon imaginaire qui travaille. Hein. Je ne veux pas devenir un peu... Oui. Hein Oui, non. Mais lui écrire, c'est conjurer son absence, quoi. Ouais. Voilà. Et- Qui n'est et- pas tellement, comme dirait Peggy, elle est dans la pièce à côté, donc elle n'est pas si absente que ça, en réalité. ouais. Elle est là, quoi. Ouais. Non, mais ce temps gagné sur la maladie, ça me fait penser à Hannah Arendt disait que par l'amour, on entrait dans le monde des vivants. Mais j'ai envie de croire avec vous que par l'amour, on reste aussi dans le monde des vivants le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi que vous l'avez interprété, ce temps gagné. Vous savez, pour moi, le temps n'existe pas. C'est une fiction, le temps. C'est une fiction que nous avons inventée. D'ailleurs, c'est si vrai que les 46 ans que nous avons vécus, c'est comme une étincelle. Et donc, ce qui est important, c'est le temps que l'on vit, c'est-à-dire l'instant. Si on vit fortement l'instant, on gomme le temps. Donc, les 4 ans que nous avons gagnés, à mon avis, n'ont pas de vraie importance, véritable importance, excepté médicalement, disons. Hein. C'est vrai que moi, évidemment, le souvenir que j'ai eu de ces années transcendantes est un souvenir merveilleux, mais ça aurait duré 48 heures, peut-être la vertu et la valeur et la hauteur de ce temps eût été le même. Je comprends. Je pense que seuls les philosophes et les poètes qui écrivent avec leur sang peuvent comprendre ou parler de cette manière. Mais le deuil, est-ce qu'il y a des signes de deuil? Est-ce que vous Non. portez le deuil? Non. Ou est-ce que vous avez dit alors non? D'ailleurs, faire son deuil est une expression que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que les philosophes vont lui répondre. Qu'est-ce que c'est faire Est-ce son que deuil? c'est se débarrasser de la mémoire de la personne qu'on a aimée? Non. Je ne crois pas, mais Non, je suis d'accord avec vous. Cette expression m'a toujours semblé étrange. Ça n'a aucun sens. Enfin, ou alors quelqu'un se dit, je vais faire mon deuil de ce que j'ai vécu, et puis je vais faire autre chose après pour oublier, etc. Mais moi, l'oubli n'est pas mortifère, ça n'est pas quelque chose. Au contraire, je n'ai pas envie d'oublier. J'ai envie de continuer à être vivant et à me nourrir de tout ce que j'ai vécu. Ça me paraît tellement naturel. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est très frappant ce que vous disiez à l'instant sur le temps et cette espèce d'étincelle que vous auriez vécue pendant 46 ans. Ça rejoint complètement justement ce que dit Platon dans le banquet sur l'amour, à savoir que de toute façon qu'il dure 10 minutes ou 1 heure ou 1 mois ou 46 ans, c'est un accès à l'éternité. Et quand on est privé de son amour, même s'il a duré quelques heures ou quelques jours, c'est l'éternité qui vous est retirée. Et c'est ainsi qu'on peut expliquer d'ailleurs la douleur engendrée par la perte d'un être unique, que ce soit un chagrin d'amour ou un deuil, à plus forte raison. Vous avez raison, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Éternel d'ailleurs, parce que c'est vrai, cette saveur d'éternité, elle est en moi maintenant, totalement, quoi. Instant après instant. Oui. Je vais citer un philosophe que vous n'avez pas cité, que j'aime bien, Vladimir Yankelevitch. Et Lucien Gerfagnon republie un texte qui est introuvable depuis 40 ans. Il y a 2 phrases que j'ai retenues qui peuvent directement aller vers Louis. La vie de chacun de nous est comme un grand instant, majuscule et unique dans toute l'éternité. La vie et la mort sont un seul miracle et dans la même nuit. Et il ajoute, la mort ne fait pas que la vie n'ait pas été vécue, elle ne fait pas que quelqu'un n'ait existé, péché, regretté, souffert et a jamais disparu. Éphémère la vie, bien sûr, mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est un fait éternel. Ça va? Oui, Voilà. ça me va bien, ça. Voilà, je vous l'offrirai, Gerfagnon et Yankelevitch. Scolastique, Mukosanga. D'abord, scolastique, je sais que c'est un mot grec. Et pourquoi votre mère vous avez donné ce prénom? Non, c'est pas ma mère. C'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire du Rwanda. C'est un pays qui a été christianisé quand même énormément. C'est-à-dire qu'on était catholique à 99%. Et donc, c'était le passeport d'ailleurs pour entrer à l'école. Un enfant qui n'a pas le prénom, qui n'est pas baptisé, ne pouvait pas accéder à l'école. Alors que les écoles, même s'il y avait des problèmes des écoles secondaires, les écoles primaires, il y en avait dans tous les villages, parce qu'il y avait des missions catholiques dans tous les villages. Alors, à la naissance du petit, de la petite, immédiatement, si c'est le jour, on doit présenter le bébé au prêtre
qui le baptise et qui donne le prénom. Alors, scolastique. C'est le prêtre qui a donné le prénom. Scolastique, qui a vécu au milieu des violences, des cruautés. Régulièrement, les milices et les soldats venaient saccager vos maisons, de quoi créer sans doute des cauchemars chez la petite Scolastique. Entre les Tutsis et les Hutus, il faut dire qu'il y a eu une succession dans l'histoire, entre 30 ou 40 ans ou 50 ans, de massacres alternatifs. Et ils n'ont jamais cessé. Et les Hutus, vous traitez, vous êtes Tutsis, c'est ça? Les Hutus, vous traitez d'Inyansi. Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, Inyansi? C'est les cafards. Donc la tradition, c'est les cafards, c'est-à-dire les bêtes nuisibles. C'est-à-dire quand on rencontre des cafards, je ne sais pas si vous avez une fois vécu dans un endroit où il y a des cafards, c'est des bêtes immondes complètement. Quand on croise le cafard, le réflexe, c'est de l'écraser. Absolument, il faut l'exterminer. Et c'est comme ça que nous avons porté le nom de cafard depuis 1960. Donc votre mère, Stéphania, comme toutes les mères du Rwanda, selon les cas, les Tutsis, selon les cas, les Hutus, elle était prête à partir avec ses enfants. Tout moment. À tout moment. Stéphania ne s'est jamais vue dans le projet de partir. Stéphania a toujours conçu des projets de sauver ses enfants, mais elle n'a jamais pensé à elle. Elle n'a jamais. Donc, elle a inventé tout. Elle a repéré des forêts dans la brousse pour qu'au cas où on est attaqué, on puisse se dissimuler rapidement. Elle est allée même jusqu'à, vraiment, c'est le record, aménager des terriers, des flumiers. Elle a agrandissé un peu l'entrée pour que les plus petites, les plus fines jeunes nigériennes puissent s'y faufiler en cas d'attaque. Et puis, pendant la nuit, Stéphania ne vivait que pour ça, pour sauver ses enfants. D'abord, les sauver, les protéger de la pauvreté. Oui. Leur donner à manger. Vous montrez bien que le pain était déjà rare, qu'elle faisait des boules de pain comme des récompenses, ceux qui avaient bien travaillé à l'école, ceux qui avaient bien travaillé, la terre à cultiver. La bière de sorgho, pourquoi la bière? La bière de sorgho, c'est-à-dire le sorgho, la bière, on en trouvait partout. Chaque pays a sa bière. Et c'est la bière de sorgho parce que le sorgho, c'est la culture magique. Avec le sorgho, on fait beaucoup de choses. On fait même, on fait des bouillies pour les enfants, des bouillies très nourrissantes. On fait des pâtes pour manger. On en fait de la bière. Et on en fait des jeux. On faisait des lunettes, on a fait des lunettes comme le prêtre du village, les garçons fabriquaient des lunettes, on n'avait pas de jouets. Et pour nous les filles, on n'a pas de poupées Barbie, on faisait des poupées avec le sorgho. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en Afrique, et en tout cas au Rwanda ou dans d'autres pays, on mange encore du sorgho si on en trouve? Oui, c'est la culture traditionnelle qui a sa place et d'ailleurs qui est un peu une culture un peu égoïste, individualiste, qui ne supporte pas les autres cultures. Parce que malheureusement, nous sommes quand même au Rwanda dans un pays, tout petit pays et surpeuplé. Quoi qu'il s'est passé, avec 1 million de morts, le Rwanda reste un pays très surpeuplé. Il y a 8 millions d'habitants. Il y a 300 habitants par kilomètre carré. C'est-à-dire que le champ, le petit champ d'un cultivateur, parce que je ne peux pas dire agriculteur, je sais ce que c'est un agriculteur, il doit se débrouiller pour faire plusieurs cultures à la fois sur le même petit lopin de terre. Et le haricot, on le mélange avec les patates douces, on le mélange avec les caucas, on le mélange avec le manioc, on le mélange avec tout. Et en plus, le Rwanda, ça a l'avantage que c'est un pays où on est favorisé par le climat, on ne connaît pas les saisons, il pleut, il y a du soleil, il pleut, il y a du soleil, donc on va de culture en culture. Alors pour toute cette plantation, toutes ces cultures, ça cohabite, mais le sorgho, non. Le sorgho, il occupe le terrain tout seul. Scolastique Mukasonga, il paraît qu'elle vous a appris à marcher pieds nus. Ce qui me frappe, c'est souvent, dans le livre, revient comme l'obsession des pieds. Oui. Et elle enseigne à vos pieds, à ses pieds, à voir la nuit. Elle dit, elle demande à votre gros orteil d'ouvrir l'œil. Pourquoi? Ça, c'est Catherine qui aurait pu le dire à Louis aussi, d'ailleurs. Alors, regarde où tu mets tes pieds. D'abord, je parlais des pieds et j'ai intitulé mon ouvrage « La femme aux pieds nus » parce que je parlais bien sûr d'une mère paysanne qui fait tout avec les pieds. Elle est à longueur de journée dans la terre à cultiver. C'est Stéphania qui quand même fait nourrir la famille avec sa houe, elle cultive le dos courbé, elle cultive la terre. Elle va chercher de l'eau pieds nus. C'est pour cela que tout à l'heure, je n'ai pas voulu enlever mes chaussures. J'ai obtenu les choses. Non, je ne peux pas. J'ai été
je ne veux, j'ai été femme aux pieds nus, donc maintenant j'ai les chaussures. C'est bon. Alors ceci dit, donc la femme paysanne à la campagne, même aujourd'hui, Monsieur Likabache, même aujourd'hui, les femmes à la campagne, elles sont pieds nus. Donc, donc on marche la nuit. Donc c'est-à-dire que nous, j'ai dit qu'il n'y a pas de saison. Donc le soleil se lève à 6 heures et il se couche à 6 heures. Il tombe, il se lève, paf, il tombe à 6 heures. Et après 6 heures, c'est là où aussi les enfants rentrent de l'école. Et c'est là où les activités de donner un coup de main aux parents commencent. C'est-à-dire que nous rentrons de la classe, et on a apporté avec nous nos gourdes, on rentre avec de l'eau. Et on rentre avec un fagot de bois. Et l'eau, il faut aller la chercher loin en plus. Voilà. Et alors, on marche la nuit, dans les cailloux. Il n'y a pas les routes ne sont pas goudronnées. Et donc, si par malheur, on n'a pas éduqué ses pieds à voir quand on marche, et voir, ce n'est pas avec les yeux. C'est voir, c'est avec le cœur. Donc, mais, malheureusement, je n'avais pas peut-être assez de cœur pour justement distribuer l'énergie jusqu'aux orteils. Donc c'était la déception totale de ma mère, moi et Julienne. Nos orteils étaient complètement Donc quand vous arrivez abîmés. dans un pays étranger, quand vous êtes à Paris, maintenant où vous vivez, quand vous voulez découvrir un quartier, vous prenez vos chaussures, vous les gardez à la main et puis vous marchez pieds nus. C'est pour être sûr, le cœur, le les cerveau yeux fonctionnent fermés, à travers oui, les pieds. Le cœur, tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça que quelque part, c'est ça qui a guidé. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de place pour le cœur. Je pense que Stéphanie a aussi s'est laissée guider par le cœur pour ne pas céder à son projet de nous exterminer et se laisser guider par son cœur pour sauver ses enfants et pour sauver la tradition, pour sauver cette fabrication de bière, pour sauver ce choix de jeunes filles mariées. Le Rwanda, vous le défendez bien. Qu'est-ce qu'elle appelait les larmes de la lune? Alors, c'est toujours ses recherches justement de protéger sa famille, et elle savait aussi interpréter toute forme de signes. C'est-à-dire qu'il y avait des signes qui annonçaient le bonheur, et il y a des signes, malheureusement, elle voyait plus de signes qui annoncent le malheur. Et les larmes de la lune, moi je n'ai jamais vues, parce que justement elle a voulu nous préserver. Alors c'était les larmes, donc c'était une forme de beurre jaune, rance, qui tombait. Alors on avait un arbiste qui s'était dégagé miraculeusement à l'entrée de la maison, l'oricin. Et c'est le long de cet arbre que justement, à certaines périodes, quand il y avait des événements qui se préparaient pour nous massacrer, elle voyait les larmes de la lune tomber et couler le long du ricin. On entend le Rwanda, à travers ce que vous dites, on entend l'Afrique. En tout cas, à Stéphanie, vous avez offert une tunique de mots que, visiblement, elle méritait. Et ce qui n'empêche pas, vous dites, les cauchemars qui vous obsèdent dans les nuits, as-tu un pagne assez grand pour les couvrir tous, apparemment les morts, victimes de toutes les violences, et en même temps peut-être des tapis de multiples couleurs pour sauver les vivants, ou pour accompagner les vivants. Oui. Il est vrai que je n'aurai jamais assez de pagne pour les couvrir. Là, c'est une tentative d'écriture pour remplir ma mission, comme vous l'avez bien dit. On a toujours une mission quand on a les étréchelles qui partent. Mais c'est le temps. Et puis, d'autre part, il y a un mot qui revient souvent, que vous avez bien parlé, expliqué, c'est le mot deuil. C'est-à-dire que le deuil, pour nous qui sommes dans un contexte de génocide, ce n'est pas possible. Le deuil, ça veut dire l'oubli. Et ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas oublier, on ne peut pas faire le deuil parce qu'on ne peut pas oublier, parce qu'on veut garder justement ces images positives. Et vous rejoignez Louis Berriot. Alors, Aude Lancelin, Marie Lemonnier, les philosophes et l'amour, ils ont toujours été prudents quand ils parlaient de l'amour et surtout quand ils parlaient des femmes. C'est vrai que, on connaît les grands misogynes de la philosophie, Schopenhauer, Kant, Rousseau, qui dit des choses terribles aussi. Oui, mais lui, ils utilisent les femmes. Tandis que Kant, non, on va le voir, Schopenhauer, oui, Kant il les a ratés, mais non. Très peu, pas du tout même. Mais pour eux, l'amour, c'est le sentiment le plus fort, le plus violent, qui est en contraste avec la raison, la sagesse. Non ? Oui, pour ces grands philosophes qui cherchent un équilibre, une stabilité, une ataraxie, pour les plus anciens, effectivement, l'amour, ce sont les affects, les passions, tout élément perturbateur pour ces grands esprits.
Mais chez les stoïciens, d'ailleurs, il ne faut pas avoir de passion amoureuse à cause justement Tout à de la fait. crainte de la perte. Mais pas mal de nos philosophes, certains prônent l'éradication de l'amour d'ailleurs à cause de cela. Contrairement à une idée reçue, et puis les épicuriens aussi. On a Oui, oui. l'image aujourd'hui des épicuriens hédonistes, prônant les plaisirs charnels. Pas du tout. D'ailleurs, nous citons un épicurien romain dans Lucrèce, beaucoup dans le livre, et il prône une éradication de l'amour définitive et totale qui Mais passe... pas des plaisirs dont il profite. Qui passe par lui, par une stratégie qu'on pourrait qualifier de libertine avant l'heure, puisque c'est au contraire en multipliant les expériences sexuelles, en multipliant toutes sortes de rencontres qu'on doit éviter à tout prix, la passion fixe. Alors qui pour vous, est, les premiers penseurs ou philosophes, ils sont indifférents aux femmes ou ils en ont peur? On peut Ou les plus deux. parler, selon moi, on peut plus en effet parler de gynophobie, de peur de la femme, que de misogynie. Parce que la femme, c'est l'effraction, juste comme disait Marie, c'est l'effraction hors de la pensée, c'est ce qui perturbe, c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui a le pouvoir aussi d'enfanter. Et donc, ce qui est un pouvoir symbolique énorme. Et c'est peut-être en regard de ça, d'ailleurs, que les hommes, en un sens, se sont appropriés le domaine de la pensée, autre domaine symbolique très fort, pour contrebalancer le pouvoir des vous femmes. vous vengez, hein. Légitimement. Vous avez pris une liste de philosophes depuis Platon jusqu'à Sartre et Beauvoir. L'amour et les femmes, apparemment, c'est pas leur fort. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais alors, il y a Kant, le célibataire. Alors lui qui est régulier comme un métronome. Hein. Son thé, l'heure du réveil, la promenade, Oui, etc. Il même n'y a pas de femme. Même ses voisins se réglaient sur ses promenades pour savoir l'heure. Donc effectivement, il était très précis. En la Vous matière. dites, pour lui, l'amour, cette dévoration mutuelle relève de l'anthropophagie. Oui, il a quelques phrases terribles sur l'amour sexuel, notamment. Il dit que l'acte sexuel ravale l'homme au-dessous du niveau de la bête et que même quand il est légitime, sanctifié par le mariage, etc., on ne peut pas l'évoquer dans les Il faut lire conversations Kant, mais courantes. pas pour ce qu'il dit ou ne dit pas des femmes. Et bien, vous avez choisi plusieurs exemples. Il y a Schopenhauer, vous en avez parlé tout à l'heure, célibataire, mais lui, il faut dire, peut-être qu'il avait raté toutes ses tentatives avec les femmes et qu'il revenait d'une histoire lointaine, parce qu'il a eu une mère un peu, j'allais dire givrée, mais Johanna, qui était libertine, qui était faux-folle, c'est ça, et qui était connue dans toute sa ville ou sa région. Mais c'est Nietzsche qui a dit un jour dans l'Anthrope humain que tout homme porte en lui le visage de sa mère et qui le détermine qui détermine sa vision de la femme, quelle qu'elle soit. Effectivement, Johanna Schopenhauer était une mondaine. Elle se vantait même de s'être mariée avec le père de Schopenhauer suite à un violent dépit amoureux et simplement pour assurer sa sécurité financière. Il est quasiment maintenant prouvé que le père de Schopenhauer était gravement, on dirait aujourd'hui gravement dépressif. À l'époque, c'était mélancolique. Mais pourquoi vous êtes allé les chercher? Et pourquoi cela? Il y en a d'autres. On va voir qu'il y en a deux ou trois. Il y a Nietzsche, pour lequel on a une grande admiration, mais Nietzsche, le mariage, dit-il, devait être considéré comme une longue conversation. La seule question, crois-tu pouvoir t'entretenir avec cette femme jusqu'à ta vieillesse? C'est pas mal. Alors lui, on en a fait un antiféministe cruel, etc. Mais un certain nombre de philosophes d'aujourd'hui sont en train de corriger cette notion. Oui, pas n'importe quelle femme, comme pas n'importe quel homme, mais la défense de la femme qui a droit à l'éducation, qui a le droit à la formation, comme les garçons. Non ? Oui, c'est plus compliqué chez Nietzsche. Lui, ce qu'il craignait, c'était vraiment qu'on abolisse les différences hommes-femmes et que du coup, le jeu des différences qui porte ses fruits dans les rapports humains soit annihilé. Alors, effectivement, il voyait les intellectuels comme des affreuses bas bleus. Il a des mots très durs à l'égard de George Sand, par exemple. Il dit qu'elle a un style de papier peint et que c'est il parle d'une vache à son égard. Enfin, c'est des mots très crus de sa part. Oui, est-ce que vous allez peut-être me répondre à une question que
beaucoup d'auteurs se sont posés à laquelle ils n'ont pas trouvé de réponse. Et il y a eu un amour pour Lou Andreas Salomé. Il y a eu une promenade de Nietzsche et de Lou Andreas Salomé dans l'Engadine, Sils Maria, dans la montagne, tout seul, il faisait beau. Quand il est revenu ébloui. Est-ce que, on s'est posé la question, est-ce qu'il a bénéficié d'une fellation de Lou Andreas Salomé? Est-ce que c'est vrai? Alors, la seule question qu'on se pose, c'est sur un baiser de Lou Andreas Salomé. La fellation, la question, c'est pas... Oui, nous, on ne connaît pas cette version-là. Ah ouais, vous n'êtes pas allé jusque-là. Non, on n'est pas allé osé. jusque-là. Et à vrai dire, ce qu'on sait de cette promenade, c'est Lou Andreas Salomé qui, dans son journal, l'a écrit et qui a laissé planer le mystère, effectivement, en disant que Nietzsche lui avait dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Et effectivement, ils étaient seuls, sans ce que témoin. d'autres n'avaient pas fait, peut-être qu'elle n'a fait que l'embrasser. Bon, il y a Montaigne, j'aime beaucoup le portrait de Montaigne, et son grand amour, amitié avec Étienne de la Boétie. Et vous avez l'air d'avoir une préférence, je vous ai entendu dans une ou deux télés, dire pour Søren Kierkegaard, le Danois. Pourquoi? Non, c'est une manière de fuir à une question quand on me dit quel est votre philosophe préféré en la matière. Moi, j'aime bien piquer dans l'un et dans l'autre. Donc voilà, parce que Søren Kierkegaard, lui, qui a toujours voulu que l'individu se détermine dans ses choix et porte la responsabilité de ses choix, nous laisse la possibilité d'être soit un libertin frivole, soit un homme marié, rangé, soit au contraire quelqu'un de dévoué à Dieu. Au moins avec lui, il y a le choix. On est libre. Voilà. Les trois alliances, les trois expériences. Mais lui, c'est pas l'exemple, puisqu'il va aimer Régine Olsen, il va être fiancé, et au dernier moment, il va rompre. C'est la tactique de l'impuissance, c'est pas ça? Vous posez une question sur le courant de pensée qu'on observe aujourd'hui, notamment chez les psychiatres, qui consiste à dire que la prise de pouvoir des femmes a fait baisser, c'est à la fois biologique et très trivial, a fait baisser le taux de testostérone des hommes et qu'ils prédisent la fin de l'amour. Est-ce que les philosophes se sont servis de cette idée aujourd'hui pour... À vrai dire, cette idée-là, vous pensez à des psychanalystes comme Michel Schneider ou des gens comme ça, j'imagine, ou même quelqu'un comme Aldo Naori, en définitive, qui ont peur comme ça d'un brouillage des identités sexuelles. Mais c'est vrai que cette idée-là, elle naît vraiment au XVIIIe siècle, avec Rousseau, avec les salons littéraires où les femmes commencent à être très mises en avant. Cette angoisse-là, elle naît à ce moment-là. Et on a, de ce fait, des poussées de misogynie assez effarantes de la part d'un Rousseau qu'on imagine comme un berger galant. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre. On va vite. Même parmi les contemporains, vous êtes arrêté au couple Sartre-Beauvoir. Je n'insiste pas parce qu'on a réalisé 2 ou 3 émissions de Bibliothèque Médicis, y compris avec Claude Lanzmann et avec Sylvie Lebon de Beauvoir, qui préface les très intéressantes cahiers de jeunesse de Simone de Beauvoir. Quelles leçons de vie nous enseignent vos philosophes? À quoi sert d'aller les lire? Les philosophes nous parlent au plus proche. Moi, il me semble que c'est un livre justement qui peut servir aussi d'initiation philosophique parce que il est parfois difficile quand on n'a pas le jargon, quand on n'a pas. Qu'est-ce qu'il apprend pour et par le biais de l'amour. Peut-être parce que c'est le biais par lequel chacun, peut-être parce que c'est l'une des causes de souffrance et de joie les plus importantes qui soient pour chacun, on peut se sentir très proche d'eux et on peut entrer dans leurs pensées. Mais par exemple, vous-même, toutes les deux philosophes, toutes les deux philosophes, qu'est-ce que vous dites de l'amour, mais pour vous-même, l'une et l'autre? Parce que là, vous donnez l'impression d'avancer masqué, caché derrière les grands ancêtres. Mais vous... Non, ce qu'on souhaite, c'est une défense du sentiment amoureux qui ne soit ni une version idyllique, gnangnan, rose bonbon, ni le bain de sang nihiliste actuel sur la question. On prétend qu'il y a... C'est la self-défense. On prétend qu'il y a un sentiment amoureux qui est central dans nos vies et qui peut être défendable et à travers ces philosophes... Vous dites attention au marché qui peut tout tuer. À un moment, il y a une phrase sur le marché. C'est l'extension du domaine de la lutte capitaliste au sexe. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Aude Lancelin? Fondamentalement, moi, de toute façon, il est certain que sans amour, la vie, le quotidien
Et comme dit Houellebecq, quelque part, dans la possibilité du Nil, un agacement morne et sans profondeur. Et ce livre, c'est une exaltation de l'amour et même à travers l'évocation de gens qui s'en moquent ou qui le combattent comme Schopenhauer, on peut y trouver... Donc, vous avancez avec eux pour dire la force du sentiment amoureux, du coup de foudre éternel, de l'amour, du sentiment, c'est ça. De l'amour, parce oui, monsieur. qu'on est arrivé à avoir peur de le dire. Et peut-être un jour, vous direz, est-ce que vous attendez, par exemple, vous, le sacrifice ou le dévouement d'un homme au philosophe que vous êtes? La réponse, c'est l'éclat de rire. Non, mais parce que avant, dans le sens inverse, ça fonctionnait. Aujourd'hui, j'espère bien que non. Je crois qu'on n'attend rien d'impossible. Surtout de l'amour. Ouais, vous voyez Non. Mais par exemple, un sacrifice momentané à la Martina Heidegger avec Hannah Arendt, bien qu'elle ait sa propre vie, sa propre force, ou alors Juliette Drouet, Victor Hugo. On imagine. Non, vous n'avez pas trouvé de Victor Hugo. Ou alors quelqu'un doit penser peut-être que vous êtes des Victor Hugo. Ben, c'est ça, des philosophes du temps. Mais ce sera peut-être pour le prochain livre. Vous vous démasquerez. On prend rendez-vous. Et vous enseignez la littérature française à l'Université de Rouen. Et vous avez une faiblesse pour Juliette Drouet, l'amante, la muse, l'inspiratrice de Victor Hugo et Victor Hugo. 18 000 lettres. Bon, on a raconté comment elle écrivait et les jours où ils n'écrivaient pas s'ils étaient ensemble. Est-ce que les publier, ça apportera quelque chose sur le jugement qu'on peut avoir sur l'un et l'autre? Ah oui, certainement. Sur Juliette, d'abord, ça apportera une connaissance d'une femme qui est un écrivain. Alors, on le savait déjà un petit peu, puisque Hugo lui a fait écrire un certain texte qu'il a ensuite réutilisé pour ses propres œuvres. Donc, elle lui servait un petit peu de secrétaire, de témoin, lors de leur voyage ou lors de la Révolution de 48, lors de la Révolution de 51. Elle a tenu un journal, elle a pris des notes qu'il a pu réutiliser ensuite. Elle relisait ses manuscrits? Elle relisait ses manuscrits, donc elle avait elle les réécrivait? un rôle. Elle les copiait? Non, elle les copiait. Elle les copiait. Non. Elle les copiait. Elle les copiait et puis elle lui servait justement de première lectrice. Alors c'est très intéressant justement pour nous de voir quels sont les commentaires qu'elle formule en tant que première lectrice. Bon, j'ai étudié tout particulièrement les années qui précèdent la publication des Misérables, où elle copie Les Misérables, où elle découvre l'épisode de la mort du conventionnel ou de la mort de Monseigneur Myriel ou de Waterloo, où elle lui dit finalement qui a gagné Waterloo? Eh bien, ce ne sont pas du tout les généraux qu'on croit, c'est toi qui a gagné Waterloo. C'est pas Napoléon, c'est... Voilà, c'est toi. Et puis, oui, on découvre un talent d'écrivain réel, dans un style un petit peu gouailleur qu'on retrouve dans les personnages féminins de Hugo. C'est-à-dire qu'on peut montrer que certaines paroles qu'a pu prononcer Juliette, ou certaines choses qu'elle a pu écrire dans un style que les hugoliens appellent maintenant le style juju, eh bien, se retrouvent chez les personnages féminins. Ça, c'est ce qu'on peut apprendre de Juliette. Vous notez par exemple une note du mot. Je dors comme un loir. Vous vous rappelez? Vous voulez continuer? Oui. Je dors comme un loir. Je mange comme un loup. Je me porte comme un rhinocéros, je vous aime comme un chien, je vous adore comme un dieu. Voilà, oui. Alors, elle a un sens de l'image, elle invente tout un tas de métaphores, de comparaisons. Pour dormir, elle a justement, ça c'est un grand souci chez elle, de bien dormir, justement pour garder la santé. Mais lui aussi. Et lui aussi, ça fait partie de leur pacte de pionçage et de santé, comme elle le dit. Alors ça fait rire au début, c'est vrai, mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est très sérieux et qu'elle tient à une chose par-dessus tout, c'est à la santé de Hugo. Et finalement, elle n'a pas peur qu'il ne l'aime plus. Bon, elle souffre quand elle est trompée. Elle sait qu'il met la main sur tous les corps, les fesses, les seins qui passent. Elle s'en doute plus ou moins. Elle s'en doute plus ou moins. Il y a des moments de jalousie qui relèvent du soupçon. Il y a des moments de jalousie qui relèvent de l'évidence révélée, alors terrible, comme quand elle reçoit les lettres que lui envoie sa rivale Léonie Billard après 7 ans de liaison de Hugo avec une femme pour laquelle il a eu une passion véritable. Et Léonie Billard lui envoie les lettres que Hugo lui a écrites pendant 7 ans, après que Hugo a choisi entre elles deux. Et Hugo choisit
Juliette. Et puis il y a un autre moment terrible qui est le moment où elle découvre, ils sont vieux à ce moment-là, que Hugo a une liaison avec sa femme de chambre, Blanche. Et là, elle part pendant quelques jours. C'est un des moments de désespoir les plus grands de Hugo. Elle revient toute seule. Elle revient. Il ne sait pas où elle est, donc il ne peut pas aller la chercher. Et il attend pendant des jours. Il n'y a pas le téléphone portable à l'époque qui permet de repérer les gens oui, mais à la seconde. Est-ce qu'elle et au n'était pas déjà kilomètre. condamnée quand elle disait par le sacrifice, mon vrai moi, c'est toi? En dehors de mon amour pour toi, je ne suis rien. Je ne crois pas que ce soit du sacrifice, parce que ce qu'ils font, qui est vraiment remarquable, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont considérés comme un modèle d'amour pour nous. Après tout, pourquoi on s'intéresse tant à eux et pas à d'autres couples? Enfin, on s'intéresse aussi à d'autres grands couples amoureux, mais je pensais en vous écoutant tout à l'heure évoquer Sartre et Beauvoir, qu'ils ont inventé un pacte. Du reste, ils l'ont signé Hugo en 1839, Hugo Drouet, oui, qui est leur manière de fonder l'équivalent d'un mariage en dehors des cadres qui existaient à l'époque. Et je crois que c'est ça qui nous fascine. Mais sans sa liberté à elle. Sans sa liberté à elle, mais elle l'a C'était choisi, l'époque. après tout. Hein. Oui, c'est une contrainte qu'elle a choisie. Alors, dans la mesure où elle l'a choisi, de renoncer à être une actrice, du reste, elle était mauvaise actrice, elle a choisi une certaine sécurité financière, puisque Hugo lui a promis de ne jamais l'abandonner et de prendre en charge sa fille, qu'elle avait eue avec le sculpteur Pradier, et de ne jamais l'abandonner. Et ça, c'est quand même fort, parce que à l'époque, il arrivait bien sûr que les femmes aient des maîtresses, que les hommes aient des maîtresses, des femmes entretenues, des semi-courtisanes, comme la dame aux camélias, mais qu'il les abandonnait au bout d'un moment, quand elle cessait d'être désirable. Or, Hugo n'a jamais abandonné Juliette, et il dit encore, elle a à peu près 60 ans, un jour, dans ses notes, il lui a passé de la pommade pour la soigner. Alors, on pense qu'ils n'ont plus de relation depuis un bon moment, mais quand même, dans son journal, il écrit « Elle a toujours un corps superbe ». Elle écrit 18 000 lettres. Où sont-elles, ces lettres? La plupart d'entre elles sont conservées à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. D'autres sont conservées à la Maison Victor Hugo de la place des Vosges, et certaines, très difficiles d'accès, bien sûr, sont chez des collectionneurs. Et vous m'avez dit, Florence, que vous aviez envie, avec vos étudiants et étudiantes, de les publier toutes. Oui, c'est notre projet qui a commencé il y a 1 an ou 2. Vous aviez tout à l'heure parlé des contrats, et moi je trouve que c'est très important de dire que l'amour c'est une manière de vivre et pas une manière de durer. Et donc toutes les formes d'amour sont importantes. Il n'y a pas qu'un amour fusionnel, il n'y a pas qu'un amour passionnel. L'amour, c'est quelque chose qui est un contrat qu'on passe avec quelqu'un d'autre, et ce contrat, on ne le déchire pas. Ou si on le déchire, ce sont des gratinures, vous voyez. Et ça, c'est très important. Il y a 36 000 formes d'amour, je crois. Et eux, ils ont inventé la leur. C'est ça qui est tout à fait Vous étrange. montrez l'écriture. Oui, Regardez l'écriture de tout à fait. Juju. Voici l'écriture de Juju qui lui parle des misérables dans cette lettre, et notamment du chapitre sur l'argot. Alors elle lui dit: je collationne en ce moment des choses bien nouvelles, bien étranges et bien belles, et bien bonnes à dire, et bien admirables. Le chapitre l'argot. Je ne le connaissais pas, et malgré la difficulté de la collation, j'en suis l'idée générale, et j'en comprends toute la portée morale. Et en même temps, il y a des lettres libres et coquines. Il y a un mot qui est écrit là, qui est infirmité. Oui. Pourquoi parle-t-elle d'infirmité? Eh bien, il y a elle parle aussi d'un autre passage des Misérables qui est tout à fait sublime, qui est la mort de Monseigneur Myriel aveugle, mais heureux, ayant sa sœur à ses côtés. Et elle dit que finalement, elle qui a très peur de perdre la vue, parce que si elle perd la vue, elle perd une de ses raisons d'être auprès d'Hugo, qui est d'être copiste. Donc elle est beaucoup dans le déni sur sa perte de vue, parce que quand elle lui dit « j'y vois mal », il lui retire la copie. Or, sa copie, c'est sa vie. Elle l'appelle « ma chère copire ». Elle écrit P-I-R-E à la fin. Juliette meurt le 11 mai 1883. Elle l'avait connue 50 ans avant, en 1833. Vous dites, ou on dit que Victor Hugo pose sa plume, il ne va plus écrire vraiment beaucoup. Juliette Drouet repose au cimetière de Saint-Mandé, et sur sa tombe, il y a quelques alexandrins de Victor Hugo. Oui, qu'il avait écrit pour elle en 1835, et à ce moment-là, il imaginait que peut-être il mourrait avant elle, ce qui ne fut pas le cas. Et donc l'épitaphe est la suivante. C'est lui qui parle. « Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi,
si dans ton cœur ma mémoire est fixée. Le monde a sa pensée, moi j'avais son amour. Voilà, on peut conclure cette émission de Bibliothèque Médicis réalisée par Philippe Lallemand, préparée avec Anne-Marie Moreau, Françoise Malanti, Marie-Madeleine Rigopoulos, avec le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Yankelevitch. Je recite cette phrase: « La vie de chacun de nous est comme un grand instant, majuscule et unique dans toute l'éternité, et notre liberté, c'est que tout est toujours à reprendre ou à commencer, et à chaque instant, comme si rien n'était passé. » Merci à vous tous. À bientôt. Merci.